Bonsoir. Valentin Louis-Georges Eugène Marcel Proust, Marcel étant son 5e prénom, est né à Paris en 1871, juillet 71, 2 mois après la fin sanglante de la Commune, période pendant laquelle son père Adrien Proust, célèbre médecin hygiéniste, fut blessé en se rendant à l'hôpital de la Charité où il travaillait. Sa mère, Jeanne Veille, fut une mère très présente, aimante, protectrice. Elle a compris très tôt les forces et les faiblesses de ce petit garçon. Très grande sensibilité, conscience aiguë et précoce de la vie et de sa différence. Elle l'appelait mon petit loup. Et elle appelait d'ailleurs son autre, le frère, le cadet Robert, mon autre loup. À la mort de Jeanne en 1905, Marcel Proust s'enferma pendant près de 6 mois dans une chambre d'hôtel à Versailles sans en sortir et surtout en ayant cessé complètement d'écrire, lui qui écrivait énormément des correspondances, des articles. Ce n'est qu'après ce drame intime, ce deuil, que Marcel Proust s'est autorisé à devenir ce qu'il savait au fond de lui être, un grand écrivain. Et il commença la rédaction À la recherche du temps perdu, rédaction qui dura une quinzaine d'années, qui se termina. Le mot fin a été inscrit en bas de page en 1922, quelques semaines ou quelques mois avant la mort de Marcel Proust. Certes, je leur trouvais du charme à ces brillantes projections, qui semblaient émaner d'un passé mérovingien et promenaient autour de moi des reflets d'histoire si anciens. Mais je ne peux dire quel malaise me causait pourtant cette intrusion du mystère et de la beauté dans ma chambre, que j'avais fini par remplir de mon moi, au point de ne faire plus attention à elle qu'à lui-même. L'influence anesthésiante de l'habitude ayant cessé, je me mettais à penser, à sentir. Chose si triste. Ce bouton de la porte de ma chambre, qui différait pour moi de tous les autres boutons de porte du monde, en ceci qu'il semblait ouvrir tout seul, sans que j'eusse besoin de le tourner, tant le maniement m'en était devenu inconscient, le voilà qui servait maintenant de corps astral à Golo. Et dès qu'on sonnait le dîner, j'avais hâte de courir à la salle à manger où la grosse lampe de la suspension, ignorante de Golo et de Barbe Bleue, et qui connaissait mes parents, et le bœuf à la casserole, donnait sa lumière de tous les soirs et de tomber dans les bras de maman, que les malheurs de Geneviève de Brabant me rendaient plus chers, tandis que les crimes de Golo me faisaient examiner ma propre conscience avec plus de scrupules. Après le dîner, hélas, j'étais bientôt obligé de quitter maman qui restait à causer avec les autres, au jardin s'il faisait beau, dans le petit salon où tout le monde se retirait s'il faisait mauvais. Tout le monde, sauf ma grand-mère, qui trouvait que c'est une pitié de rester enfermée à la campagne et qui avait d'incessantes discussions avec mon père, les jours de trop grande pluie, parce qu'il m'envoyait lire dans ma chambre au lieu de rester dehors. Ce n'est pas comme cela que vous le rendrez robuste et énergique, disait-elle tristement. Surtout ce petit, qui a tant besoin de prendre des forces et de la volonté. Mon père haussait les épaules et il examinait le baromètre car il aimait la météorologie. Pendant que ma mère, évitant de faire du bruit pour ne pas le troubler, le regardait avec un respect attendri, mais pas trop fixement pour ne pas chercher à percer les mystères de ses supériorités. Mais ma grand-mère, elle, par tous les temps,
même quand la pluie faisait rage et que Françoise avait précipitamment rentré les précieux fauteuils d'osier de peur qu'ils ne fussent mouillés, on la voyait, dans le jardin vide et fouetté par l'averse, relevant ses mèches désordonnées et grises, pour que son front s'imbibât mieux de la salubrité du vent et de la pluie. Elle disait « Enfin, on respire » et parcourait les allées détrempées, trop symétriquement alignées à son gré par le nouveau jardinier, dépourvu du sentiment de la nature et auquel mon père avait demandé depuis le matin si le temps s'arrangerait, de son petit pas, enthousiaste et saccadé, réglé sur les mouvements divers qu'excitait dans son âme l'ivresse de l'orage, la puissance de l'hygiène, la stupidité de mon éducation et la symétrie des jardins, plutôt que sur le désir inconnu d'elle d'éviter à sa jupe prune les taches de boue sous lesquelles elle disparaissait jusqu'à une hauteur qui était toujours, pour sa femme de chambre, un désespoir et un problème. Quand ces tours de jardin de ma grand-mère avaient lieu après dîner, une chose avait le pouvoir de la faire rentrer. C'était à un moment où la révolution de sa promenade la ramenait périodiquement comme un insecte en face des lumières du petit salon où les liqueurs étaient servies sur la table à jeu, si ma grand-tante lui criait « Bathilde, viens donc empêcher ton mari de boire du cognac !» pour la taquiner. En effet, elle avait apporté dans la famille de mon père un esprit si différent que tout le monde la plaisantait et la tourmentait. Comme les liqueurs étaient défendues à mon grand-père, ma grand-tante lui en faisait boire quelques gouttes. Ma pauvre grand-mère entrait, priait ardemment son mari de ne pas goûter au cognac. Il se fâchait, buvait tout de même sa gorgée, et ma grand-mère repartait, triste, découragée, souriante pourtant, car elle était si humble de cœur et si douce que sa tendresse pour les autres et le peu de cas qu'elle faisait de sa propre personne et de ses souffrances se conciliaient dans son regard en un sourire où, contrairement à ce qu'on voit dans le visage de beaucoup d'humains, il n'y avait d'ironie que pour elle-même et pour nous tous, comme un baiser de ses yeux qui ne pouvaient voir ceux qu'elle chérissait sans les caresser passionnément du regard. Ce supplice que lui infligeait ma grand-tante, le spectacle des vaines prières de ma grand-mère et de sa faiblesse, vaincue d'avance, essayant inutilement d'ôter à mon grand-père le verre à liqueur, c'était de ces choses à la vue desquelles on s'habitue plus tard, jusqu'à les considérer en riant et à prendre le parti du persécuteur assez résolument et gaiement pour se persuader à soi-même qu'il ne s'agit pas de persécution. Elle me causait alors une telle horreur que j'aurais aimé battre ma grand-tante. Mais dès que j'entendais « Bathilde, viens donc empêcher ton mari de boire du cognac !» Déjà homme par la lâcheté, je faisais ce que nous faisons tous une fois que nous sommes grands. Quand il y a devant nous des souffrances et des injustices, je ne voulais pas les voir. Je montais sangloté tout en haut de la maison, à côté de la salle d'études, sous les toits, dans une petite pièce sentant l'iris et que parfumait aussi un cassis sauvage poussé au dehors entre les pierres de la muraille et qui passait une branche de fleurs par la fenêtre entr'ouverte. Destinée à un usage plus spécial et plus vulgaire, cette pièce
où l'on voyait pendant le jour jusqu'au donjon de Roussainville-le-Pin, servit longtemps de refuge pour moi. Sans doute parce qu'elle était la seule qu'il me fut permis de fermer à clé. À toutes celles de mes occupations qui réclamaient une inviolable solitude, la lecture, la rêverie, les larmes et la volupté. Hélas, je ne savais pas que bien plus tristement que les petits écarts de régime de son mari, mon manque de volonté, ma santé délicate, l'incertitude qu'il projetait sur mon avenir préoccupait ma grand-mère au cours de ces déambulations incessantes de l'après-midi et du soir. On voyait passer et repasser, obliquement levé vers le ciel, son beau visage aux joues brunes et sillonnées, devenu au retour de l'âge presque mauve, comme les labours à l'automne, barré, si elle sortait, par une voilette à demi relevée, et sur lesquelles, amenée là par le froid ou quelque triste pensée, était toujours en train de sécher un pleur involontaire. Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps. Elle redescendait si vite que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressée, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n'était pas encore venue. Quelquefois, quand après m'avoir embrassé, elle ouvrait la porte pour partir, je voulais la rappeler, lui dire « Embrasse-moi une fois encore ». Mais je savais qu'aussitôt, elle aurait son visage fâché. Car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation en montant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agaçait mon père, qui trouvait ces rites absurdes. Et elle eût voulu tâcher de m'en faire perdre le besoin, l'habitude, bien loin de me laisser prendre celle de lui demander, quand elle était déjà sur le pas de la porte, un baiser de plus. Or, la voir fâchée détruisait tout le calme qu'elle m'avait apporté un instant avant, quand elle avait penché vers mon lit sa figure aimante, et me l'avait tendue comme une hostie pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. Mais ces soirs-là, où maman, en somme, restait si peu de temps dans ma chambre, étaient doux encore, en comparaison de ceux où il y avait du monde à dîner et où, à cause de cela, elle ne montait pas me dire bonsoir. Le monde se bornait habituellement à M. Swann, qui, en dehors de quelques étrangers de passage, était à peu près la seule personne qui vint chez nous à Combray, quelquefois pour dîner en voisin, plus rarement, depuis qu'il avait fait ce mauvais mariage, parce que mes parents ne voulaient pas recevoir sa femme. Quelquefois, après le dîner, à l'improviste. Les soirs, ou assis devant la maison, sous le grand marronnier, autour de la table de fer, nous entendions au bout du jardin
non pas le grelot profus et criard qui arrosait, qui étourdissait au passage de son bruit ferrugineux, intarissable et glacé, toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant sans sonner, mais le double tintement, timide, ovale et doré, de la clochette pour les étrangers. Tout le monde aussitôt se demandait: une visite? Qui cela peut-il être? Mais on savait bien que ce ne pouvait être que M. Swann. Ma grand-tante, parlant à haute voix pour prêcher d'exemple, sur un ton qu'elle s'efforçait de rendre naturel, disait de ne pas chuchoter ainsi, que rien n'est plus désobligeant pour une personne qui arrive et à qui cela fait croire qu'on est en train de dire des choses qu'elle ne doit pas entendre. Et on envoyait en éclaireur ma grand-mère. Toujours heureuse d'avoir un prétexte pour faire un tour de jardin de plus, et qui en profitait pour arracher subrepticement au passage quelques tuteurs de rosiers afin de rendre aux roses un peu de naturel. Comme une mère qui, pour les faire bouffer, passe la main dans les cheveux de son fils que le coiffeur a trop aplati. Nous restions tous suspendus aux nouvelles que ma grand-mère allait nous apporter de l'ennemi, comme si on eût pu hésiter entre un grand nombre possible d'assaillants. Et bientôt après, mon grand-père disait: « Je reconnais la voix de Swann. » On ne le reconnaissait en effet qu'à la voix. On distinguait mal son visage au nez busqué, aux yeux verts, sous un haut front entouré de cheveux blonds presque roux, coiffés à la Bressan, parce que nous gardions le moins de lumière possible au jardin pour ne pas attirer les moustiques. Et j'allais, sans en avoir l'air, dire qu'on apporta les sirops. Ma grand-mère attachait beaucoup d'importance, trouvant cela plus aimable, à ce qu'ils n'eussent pas l'air de figurer d'une façon exceptionnelle et pour les visites seulement. M. Swann, quoique beaucoup plus jeune que lui, était très lié à mon grand-père, qui avait été un des meilleurs amis de son père, homme excellent mais singulier, chez qui, paraît-il, un rien suffisait parfois pour interrompre les élans du cœur, changer les cours de la pensée. J'entendais plusieurs fois par an mon grand-père racontait à table des anecdotes, toujours les mêmes, sur l'attitude qu'avait eue M. Swann le père à la mort de sa femme, qu'il avait veillée jour et nuit. Mon grand-père, qui ne l'avait pas vu depuis longtemps, était accouru auprès de lui, dans la propriété que les Swann possédaient aux environs de Combray, et avait réussi, pour qu'il n'assistât pas à la mise en bière, à lui faire quitter un moment tout en pleurs la chambre mortuaire. Ils firent quelques pas dans le parc où il y avait un peu de soleil. Tout d'un coup, M. Swann prend mon grand-père par le bras en s'écriant: « Ah, mon vieil ami, quel bonheur de se promener ensemble par ce beau temps! Vous ne trouvez pas ça joli, tous ces arbres, ces aubépines, et mon étang, dont vous ne m'avez jamais félicité. Vous avez l'air comme un bonnet de nuit. Sentez-vous ce petit vent? Ah, on a beau dire, la vie a du bon tout de même, mon cher Amédée. » Brusquement, le souvenir de sa femme morte lui revint. Et trouvant sans doute trop compliqué de chercher comment il avait pu, à un pareil moment, se laisser aller à un mouvement de joie, il se contenta, par un geste qui lui était familier chaque fois qu'une question ardue se présentait à son esprit, de passer la main sur son front
d'essuyer ses yeux et les vers de son lorgnon. Il ne put pourtant pas se consoler de la mort de sa femme, mais pendant les 2 années qu'il lui survécut, il disait à mon grand-père : « C'est drôle, je pense très souvent à ma pauvre femme, mais je ne peux y penser beaucoup à la fois. Souvent, mais peu à la fois, comme le pauvre père Swann. » Était devenue une des phrases favorites de mon grand-père, qu'il a prononcée à propos des choses les plus différentes. Il m'aurait paru que ce père de Swann était un monstre si mon grand-père, que je considérais comme meilleur juge et dont la sentence faisait jurisprudence pour moi, m'a souvent servi dans la suite à absoudre des fautes que j'aurais été enclin à condamner, ne s'était récrié. Mais comment ? C'était un cœur d'or. Mais le seul d'entre nous pour qui la venue de Swann devint l'objet d'une préoccupation douloureuse, ce fut moi. C'est que les soirs où des étrangers ou seulement M. Swann étaient là, maman ne montait pas dans ma chambre. Je dînais avant tout le monde et je venais ensuite m'asseoir à table jusqu'à 8 heures où il était convenu que je devais monter. Ce baiser précieux et fragile que maman me confiait d'habitude dans mon lit au moment de m'endormir, il me fallait le transporter de la salle à manger dans ma chambre et le garder pendant tout le temps que je me déshabillais, sans que se brisât sa douceur, sans que se répandît et s'évaporât sa vertu volatile. Et justement, ces soirs-là, où j'aurais eu besoin de le recevoir avec plus de précaution, il fallait que je le prisse, que je le dérobasse brusquement, publiquement, sans même avoir le temps et la liberté d'esprit nécessaires pour porter à ce que je faisais cette attention des maniaques qui s'efforcent de ne pas penser à autre chose pendant qu'ils ferment une porte, pour pouvoir, quand l'incertitude maladive lui revient, lui opposer victorieusement le souvenir du moment où ils l'ont fermé. Nous étions tous au jardin quand retentirent les 2 coups hésitants de la clochette. On savait que c'était Swann. Néanmoins, tout le monde se regarda d'un air interrogateur et on envoya ma grand-mère en reconnaissance. Pensez à le remercier intelligiblement de son vin. Vous savez qu'il est délicieux et la caisse est énorme, recommanda mon grand-père à ses 2 belles-sœurs. Ne commencez pas à chuchoter, dit ma grand-tante, comme c'est confortable d'arriver dans une maison où tout le monde parle bas. Ah, voilà M. Swann. Nous allons lui demander s'il croit qu'il fera beau demain, dit mon père. Ma mère pensait qu'un mot d'elle effacerait toute la peine que, dans notre famille, on avait pu faire à Swann depuis son mariage. Elle trouva le moyen de l'amener un peu à l'écart, mais je la suivis. Je ne pouvais me décider à la quitter d'un pas en pensant que tout à l'heure, il faudrait que je la laisse dans la salle à manger et que je remonte dans ma chambre, sans avoir, comme les autres soirs, la consolation qu'elle vint m'embrasser. « Voyons, monsieur Swann, lui dit-elle, parlez-moi un peu de votre fille. Je suis sûr qu'elle a déjà le goût des belles œuvres comme son papa. Mais venez donc vous asseoir avec nous, sous la véranda, dit mon grand-père en s'approchant. Ma mère fut obligée de s'interrompre, mais elle tira de cette contrainte une pensée délicate de plus,
comme les bons poètes que la tyrannie de la rime force à trouver leur plus grande beauté. Nous reparlerons d'elle quand nous serons tous les deux, dit-elle à mi-voix à Swann. Il n'y a qu'une maman qui soit digne de vous comprendre. Je suis sûr que la sienne serait de mon avis. La suite, très bientôt. Faites de beaux rêves.